Bonjour et bienvenue dans ce 64e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons aujourd'hui cet épisode, on est le 12 février 2020. Je suis Denis Voituron, accompagné de Richard, mais sans Christophe qui est en contretemps de dernière minute. Salut Richard, comment vas-tu ? Bien et toi, après 10 jours de vacances, bien reposé. C'est ça, oui. Ceux qui ont la vidéo, ils doivent t'envier maintenant, hein, quand on voit ta tête. On mettrait une photo avant, après, là, tu vois, c'est Ouais. avant, et puis après, maintenant, c'est tout brun, tout beau, tout propre, c'est magnifique. Et ben, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un invité québécois. À mon avis, le soleil, c'est peut-être pas non plus ce qu'il y a de plus important là-bas au Québec, hein, mais bon. Donc, un invité québécois en la présence de Franck Boucher. Salut Franck, comment tu vas ? Bonjour, ça va très bien. Ça va bien de l'autre côté de l'Atlantique ? Ah oui, on Ouais. a beaucoup de neige par ici. Ah bah tu vois, voilà. Ah bah avec la neige, peut-être que si le soleil est au-dessus, ça peut être pas mal aussi, mais bon. Si vous voulez de la pluie, vous venez en Belgique et puis là vous en aurez. Mais... Ici, c'est de la neige et de la neige et de la neige. Et il y en a beaucoup pour le moment ? On a reçu vendredi dernier 50 cm. Ah ouais. Dimanche, il est tombé un autre 15-20 cm. Il en annonce encore ce soir. Oh, faut pas que j'aille habiter dans ce pays-là, il y a trop de neige. Moi, alors faut être souterrain en permanence. C'est fantastique pour le ski. Ça. Oui, oui, mais pour se déplacer en voiture. Non, pas en voiture, ouais. Mais on est bien équipé pour déneiger. Ouais, c'est vrai. Moi, je compare toujours ça avec ce qu'on a chez nous, mais c'est vrai que moi, il y a 3 flocons de neige qui tombent, c'est la catastrophe, il n'y a plus personne qui bouge, hein, donc c'est pas la même chose. Il fait que pleuvoir en Belgique. Il fait que pleuvoir, ouais. Voilà, donc on a réglé le problème. Denis arrête pas de m'inviter. Il dit viens, là vous me dites qu'il arrête pas de pleuvoir. Non, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres avantages. On y mange bien, les gens sont sympas, donc non. Quand tu viendras, tu verras. On te montrera tous les bons côtés. Et peut-être qu'il pleuvra pas. On va peut-être arrêter de parler de météo. Oui, on va peut-être commencer, ouais. Bon, on va peut-être commencer d'abord, le plus simple, c'est que tu te présentes un petit peu, dire qui tu es, ce que tu fais actuellement, et comme ça les auditeurs auront quand même une petite vision avant de parler du sujet qui nous intéresse. Je pense que le sujet, tout le monde le connaît, puisqu'ils ont vu un peu sur le titre du podcast de quoi on allait parler. Alors, on dit balado. Hein. On dit quoi ? On dit balado. On dit pas podcast, on dit balado au Québec. J'ai appris ça. Ah bon ? Oui. Je ne sais pas. Oui, les puristes vont dire balado. Ah bon. Mais bon, je dis podcast. Ben voilà. Et donc voilà, qui es-tu ? Je m'appelle Franck Boucher, aussi connu sous le nom de François, mais en ligne, comme je travaille beaucoup avec des anglos, c'est Franck. Ah ouais. Je suis un Microsoft Cloud Advocate depuis 1 an maintenant. Ouais, donc, c'est ça. mon rôle, c'est d'aider les... En fait, je suis un ingénieur de contenu, donc je vais créer beaucoup de contenu, que ce soit des projets dans GitHub, open source, de faire des vidéos, d'écrire des blogs. Présentement, je suis très impliqué dans Ignite de Tours. Donc, j'ai participé au Learning Path. Je suis aussi un des présentateurs qui font beaucoup, on appelle ça un polymath dans l'équipe. Donc, je fais beaucoup d'arrêts. Excusez-moi, je traduis en même temps dans ma tête. Donc, je fais beaucoup d'arrêts. C'est ça. Donc, j'aide les communautés aussi. Je fais beaucoup de présentations. Je participe à des projets communautaires. Et c'est vrai que tu es quand même assez actif. Hein. Pour ceux qui ne te connaissent pas, moi, je vous conseille d'aller suivre ne fût-ce que son Twitter et sur YouTube surtout. Parce que je crois que c'est quasiment tous les jours que tu fais même presque des lives ou des vidéos. Enfin, ça s'arrête pas, quoi. Il y en a... faut arrêter de travailler pour te suivre, hein, c'est ça ? Faut prendre 10 jours de vacances. Il faut prendre des jours de vacances pour faire toutes les vidéos. Ouais. Mais c'est toujours intéressant. Non, c'est pas tous les jours. Mais oui. Donc, j'ai 2 chaînes YouTube, une en anglais, une en français. Oui. La chaîne en français, j'ai diminué un peu. Mais bon, j'en fais quand même encore. J'ai commencé à faire du live sur Twitch. Ah oui, c'est ça. Ça, j'aime beaucoup. J'en faisais 3 fois semaine. Maintenant, j'ai descendu à 2 fois semaine parce que avec le voyagement, donc je voyage beaucoup pour Ignite de Tours. Puis ça fait que, avec les changements de zone, des fois, c'est impossible. Puis bon, sur Twitch, si tu te présentes pas, tu perds ton audience. Oui, c'est ça. Ouais.
pour le moment, là, c'est un peu. C'est pas en stand-by, mais j'essaie de mon mieux là, de voir là, qu'est-ce que je peux faire. Mais j'adore ça. C'est vraiment fantastique puisque les gens sont là. Il y a une interaction qui est immédiate, ce que je n'ai pas sur YouTube. Sur Quoique les YouTube, gens sont très actifs dans les commentaires, je suis très chanceux. J'ai une communauté qui est très active et très collaborative, qui pose beaucoup de questions, puis qui échange, puis tout, c'est vraiment bien. Ah bah, c'est pas mal. Et donc aujourd'hui, on le disait, tu viens nous parler d'un sujet, on t'a invité pour venir parler de Microsoft Logic Apps. Et bah, peut-être le plus simple, c'est de nous dire en 2 mots déjà qu'est-ce que c'est et de quoi tu vas nous parler pendant ces quelques minutes. Oui, donc Azure Logic App, c'est toujours très difficile, surtout très tôt le matin. Oui, ça j'ai pas dit, mais effectivement, nous on enregistre souvent sur le temps de midi, mais donc ça fait 6 heures du matin pour toi. Ça aide pas la légende urbaine qui dit que je dors pas, c'est ça, hein? Je te remercie encore de te lever uniquement pour nous, Ouais, c'est déjà bien. c'est un plaisir, je suis très content. Sinon, si ça m'avait dérangé, je l'aurais mentionné. Non, j'étais très content d'avoir l'invitation. Non, donc Azure Logic App, ça fait partie de l'offre serverless ou sans serveur de Microsoft. Je ne sais pas là, comment vous le traduisez. Bon, Donc, serverless, je dis. donc, Ouais. non, j'ai l'habitude de garder les termes en anglais, donc je vais faire ça pendant l'épisode. Si vous ne me suivez pas, faites-moi signe. Donc, ça fait partie de l'offre serverless de Microsoft, mais bon, dans l'autre offre qu'on connaît bien de serverless, c'est les Azure Functions. Mais Azure Functions, c'est plus du code. Ouais. Azure Logic App, c'est plus un workflow. Donc, ça va être très visuel. C'est ça, c'est des blocs qu'on va venir placer pour définir le flux qu'on va vouloir utiliser, quoi. Exactement. Donc, c'est très utilisé quand on fait de l'intégration, par exemple. Ouais, On va beaucoup s'en servir pour orchestrer ou gérer différents autres services interconnectés. Dans le fond, c'est ça de l'intégration, c'est interconnecter certains services API qui existent. Donc, ouais, c'est ça. très utile. OK. Mais moins connu. Et comment ça marche alors? Il faut aller dans Azure, qu'est-ce qu'on fait? On crée un plan, je suppose? Oui, en fait, peut-être quelque chose qui est très similaire, qui est plus connu, c'est Flow. Flow qui fait partie de Office 365. Oui, Donc, justement, c'est une question que j'allais te demander, parce que moi, j'ai déjà regardé un petit peu MS Flow, j'ai déjà regardé un peu Logic Apps, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau sur beaucoup d'aspects. Donc, c'est quoi la différence? Ouais. effectivement. Donc, si on part de Flow, donc Flow fait partie de l'offre, c'est inclus dans Office 365, donc on n'a pas besoin d'acheter quoi que ce soit d'autre. Ça fait partie de Office 365 et ça va permettre d'interconnecter. Donc, on va faire des workflows entre nos applications, nos logiciels. Donc, OK, si je reçois un email, on va créer un fichier dans tel répertoire de mon SharePoint ou des choses comme ça. Mais c'est vraiment encore, ça reste plus pour les power users, donc les usagers très demandants ou performants qui vont aller un petit peu plus loin, mais c'est très simple. C'est ça, c'est moins développement, quoi. C'est moins développement, c'est plus axé sur la suite Office, donc bureau un peu plus pour monsieur, madame, tout le monde. D'ailleurs, pour Power Apps, pour Microsoft Flow, vous pouvez réécouter le podcast qu'on a enregistré il y a à peu près 2 ans avec Serge Lucas. Serge Lucas. Donc, vous avez un podcast complet de plus d'1 heure sur ce sujet-là. Ah, fantastique. Et entre parenthèses, MS Flow a changé de nom, si je me rappelle, depuis il y a quelques semaines maintenant. C'est ça, hein, c'est Power Automate, c'est pas ça? Ou Power Automation? C'est pas ce nom-là? Oui. Je me trompe? Ah ouais, sais-tu? Oui, je pense que tu as raison. En fait, même quand j'ai présenté à Ignite à Orlando, il y a eu un changement de nom. Donc, pendant que je faisais ma présentation, il annonçait le nouveau nom. Puis bon, en fait, quand je suis sorti, quand j'ai débarqué du podium, les PM de Microsoft du produit, ils se sont bien payés ma tête parce qu'ils avaient changé le nom. C'est pas le bon nom. Mais oui, Power Automation. Donc, je vais essayer de... Donc, en fait, même si on pourrait dire Power Automation, ça a été construit par-dessus Azure Logic App. Donc, Logic App, c'est vraiment le noyau. Donc, plus on peut aller plus en détail, on peut rajouter du code, c'est beaucoup plus ouvert ou plus permissif. Cependant, ça réside dans
Azure. Donc, pour créer une Azure Logic App, il faut avoir une subscription Azure. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, Mais la ils sont même différence, il y en a un compatibles. qui réside dans Office 365, l'autre est dans Azure. Et on peut, je pense, même importer. Il me semble que j'ai déjà fait ça. On peut importer du MS Flow, enfin du Power Automation dans Logic App. Dans l'autre sens, peut-être pas, mais en tout cas, de ce sens-là, je pense qu'on peut, non? Je vois. Ouais, j'ai jamais essayé. En Il fait, me j'ai pas semble. beaucoup joué avec Flow parce qu'à chaque fois, moi, dans le fond, par Ouais, réflexe, je vais dans directement dans Azure. Logic App. Mais c'est pas parce qu'un est meilleur que l'autre, c'est juste parce que bon, je suis habitué je joue dans Mais Azure, donc je moi, suis déjà rendu. c'est le sentiment que j'avais eu aussi. J'avais voulu regarder un peu ça. J'avais commencé par MS Flow parce qu'effectivement, bon, plus clic-clic, on y est avec Office 365 dedans et c'était facile. Et puis je me dis, tiens, il y en a un autre qui est Logic App, ça ressemble. Et il me semble que j'avais réussi à transférer, à importer de l'un à l'autre. Et c'est vrai que Logic App, en tant que développeur, j'ai l'impression qu'on est plus à l'aise dedans parce qu'on se retrouve plus rapidement enfin, dans du code, dans de la config, dans des fichiers, des choses comme ça. Donc je trouve ça plus simple que en tant que dev. Probablement pas pour un end user comme tu le dis, mais en tant que dev, je trouve que Logic App est plus simple à appréhender pour nous. Oui, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a plus d'options, c'est un peu plus ouvert. Ouais, peut-être, ouais. C'est ça. Ouais. Ok. Et donc, tu dis, il faut avoir un compte Azure. On crée, bah, je suppose à ce moment-là, le plan. Et qu'est-ce qui se passe après? Comment fait-on pour créer Donc, bon, réellement pour un flux? créer une Azure Logic App, là, très simple, là, comme à l'habitude, on s'en va dans le portail, on clique le petit plus, mais évidemment, on Ouais. peut tout faire ça aussi par appel d'API ou avec le CLI, là, Mhm. les commandes. On crée, en fait, on choisit, règle générale, c'est un nom, une région, puis ça prend quelques secondes. On a notre Logic App, je crois que j'en avais déjà créé une. Ensuite, lorsqu'on l'ouvre, c'est la page qu'on a. On a plusieurs recettes. En fait, eux, ils appellent ça des templates. Moi, j'appelle ça Ah des ouais. recettes. Ouais. Mais bon, on a déjà plusieurs templates où on va avoir des choses qui arrivent fréquemment. Donc, OK, on veut, sur une base régulière, regarder les courriels, puis peut-être créer des fichiers dans Office 365, ou on veut copier des fichiers entre Dropbox et OneDrive. Donc, il y a des scénarios comme ça qui arrivent souvent. Donc, on peut commencer directement avec un template, ou comme moi j'aime appeler, une recette. Mhm. Mais bon, on peut aussi partir à partir de ici. Ouais, d'une feuille blanche. Ouais, d'une feuille blanche, et puis on fait ce qu'on veut. Ouais, c'est déjà pas mal, hein. Et on a effectivement toute une série de modèles qui sont là pour bah, faire pas mal de petits trucs. Quand tu reçois, comme tu dis, tu reçois un tweet, tu reçois un mail, donc tu as tous des déclencheurs comme ça qui te permettent d'enclencher et de suivre le flux, quoi. C'est bien. Ouais, c'est la beauté. Ça fait gagner un peu de temps, ou Ouais, des fois juste pour commencer, quoi. ouais, pour Oui, commencer, ça nous permet pour de voir. apprendre. Ouais, pour Ouais. apprendre, ouais, c'est ça. Ah, même là, quand on sait ce qu'on veut faire, on veut juste aller vite. On dit, ah oui, je veux faire tel truc, tel truc. Bon, au Mhm. lieu de commencer à tout configurer, on prend un template, un modèle, puis bon, il nous reste juste à remplir les trous blancs, puis Ouais, voilà. ouais, ouais. Ok. Donc là, tu vas prendre un blanc, Ouais, on va une prendre feuille un blanc. blanche. Donc, là maintenant, donc, comme je disais, on n'a pas nécessairement de code. En fait, il y a du Mhm. code, je le montrerai un peu après. À l'arrière, tout réside dans un fichier JSON, Ouais. mais pour partir, en fait, on a besoin d'un trigger, d'un déclencheur. Donc, Mhm. supposons, on pourrait dire, moi, je veux avoir mon OneDrive. J'aurais pu choisir d'autres choses, c'est juste que là, pour ce matin, j'avais prévu un OneDrive. Donc, si je choisis ici OneDrive, là, à ce moment-là, j'ai plusieurs actions qui vont être disponibles. Comme je suis en mode déclencheur, trigger, j'ai certaines actions qui sont disponibles. Si c'était en milieu de cours, en milieu de parcours, dans mon flow, à ce Mhm. moment-là, j'aurais d'autres actions qui seraient disponibles parce que c'est très contextuel. Donc Ouais, c'est ici, ça. je pourrais dire, bon, ben, quand un fichier est créé, donc si je sélectionne ça, automatiquement, bon, là, comme je ne suis pas enregistré, eh Ouais. bien, je dois m'enregistrer. Ça, c'est ce qui est intéressant puisque l'authentification, toutes les présentations, hein, Azure, Office 365, faites les présentations, le mot de passe, ça va être gardé très sécuritairement dans Azure. Donc, on n'a pas à configurer ça à chaque fois. Ouais. Donc là, je vais juste enlever ça ici.
Et c'est pas uniquement des outils avec des triggers de type Microsoft, je suppose. Ici, on a OneDrive, mais si on a envie de prendre, je sais pas s'il existe, mais un Google Drive ou autre chose, je pense il y a d'autres types de triggers que ceux ou uniquement dans les outils et la philosophie Microsoft. Hein. Effectivement. Comme je disais, j'ai pris OneDrive parce que c'est celui que j'avais sous la main, mais effectivement, là. Donc, du coup, les connecteurs, on appelle ça des connecteurs pour se connecter à différents API, différents services. En fait, il y en a tellement qui existent que c'est une blague, en fait, à chaque fois qu'on fait une présentation sur Logic App, on avait avant une slide, comment on dit? Une présentation. Une présentation. Oui, mais une diapositive. Une diapositive? OK. Donc, on avait une diapositive où on essayait de montrer tous les connecteurs. Puis, en fait, cette page-là n'était jamais à jour parce qu'il y a toujours de connecteurs. Puis, aujourd'hui, on peut même créer de nouveaux connecteurs, ce qui est très intéressant parce que si moi, en tant qu'entreprise, j'ai un service que j'offre, je pourrais créer un connecteur pour que mes clients puissent construire des flows ou des Logic Apps et se connecter directement à mon service. Ah oui, c'est sympa ça. OK. Donc là, maintenant, il n'y a même plus, on fait juste dire qu'il y a énormément de connecteurs. Mais effectivement, donc, tout ce qui est Microsoft, c'est prenez-le pour acquis, on peut se connecter, que ce soit database, peu importe les services. Et effectivement, SAP, Dropbox, Google Drive, tous les autres là, services qui sont disponibles. En fait, il y en a beaucoup, là, pas de tout, là, je suis sûr qu'il y a des exceptions, mais énormément de services vont être disponibles. OK. Juste une petite question par rapport à ces connecteurs. Ces connecteurs, par exemple, le connecteur OneDrive, il a été écrit il y a quelques années. Je suppose que le code du connecteur, il évolue dans le temps parce que, je sais pas, ils peuvent détecter des failles de sécurité ou rajouter de nouvelles fonctionnalités, etc. Est-ce que il y a un phénomène de versionning des connecteurs ou comment ça se passe s'il y a une mise à jour, par exemple, du connecteur? Là, tu as choisi le connecteur OneDrive. S'il y a une mise à jour de ce connecteur, est-ce que c'est fait automatiquement ou... C'est une excellente question. C'est comme ça qu'il faut dire. J'ai une excellente question, je vous reviendrai. Oui, c'est certain qu'il y a une mise à jour des connecteurs. Est-ce que ça se fait de façon automatique? Je présume, puisque c'est un service. Mais à ce moment-là, s'il y a des changements qui casseraient d'anciennes fonctionnalités, je ne sais pas comment c'est géré. J'ai jamais eu de problème avec aucun connecteur que j'utilise. Ou ils rendent peut-être les nouveaux paramètres optionnels, ou je veux dire, je suppose qu'ils s'arrangent à ce que la compatibilité ascendante soit bonne. Mais je sais qu'il y a des changements parce que j'ai déjà eu des problèmes où un connecteur ne fonctionnait pas et ça a été réparé. D'accord. Ben, pas fonctionnait pas, mais bon, il y avait un bug et un feature et ça a été corrigé. D'accord. OK. Donc, puis là, OK, donc maintenant, on est dans la fenêtre pour avoir de mon connecteur et parce que je suis dans un connecteur OneDrive, là, maintenant, je peux choisir le folder où je veux mon action, donc où mon fichier va être créé. Donc, si j'ouvre, ben là, à ce moment-là, j'ai le root, donc la racine. Puis là, après ça, je peux aller dans différents répertoires. Donc, moi, j'ai un répertoire développement. J'en ai un autre démo et je devrais avoir DevApps démo. Donc, si je clique ici. Comme quoi, c'est préparé. Ah oui, hein, quand même. Hein? En fait, je vais aller une petite coche plus loin. Donc, démo. Drops. Dans le dossier Drops, ouais. Donc voilà, après ça, on peut choisir différents types. On peut choisir l'intervalle. Donc en gros, il va vérifier toutes les minutes s'il y a quelque chose de nouveau. Ouais, c'est ça. Donc, on pourrait avoir évidemment une fréquence qui est différente, que ce soit une fois par mois ou des choses comme ça. Et, ça change sur le prix si on fait ça toutes les secondes par rapport à ça toutes les heures. Je veux dire, et on va payer plus cher parce qu'on demande au système de travailler plus? En fait, s'il ne se passe rien, oui, tu as raison, Denis, en fait, mais s'il ne se passe rien, tout va bien se passer. Donc, tu ne seras pas facturé. Donc,
Ah oui. La façon que le Logic App, là, si on y va quand même grossièrement, on ne rentrera pas nécessairement dans les détails parce que sinon, je vais devoir aller regarder la page de prix dans la documentation. Mais en gros, en fait, il y a un certain nombre de fois qu'une Logic App peut être appelée sans frais. Mhm. Mais comment la facturation va fonctionner, c'est par appel. Et ensuite, c'est par le nombre de nœuds ou de cartes ou de blocs, eux, ils appellent ça des nœuds, qu'il y a dans ta Logic App. Donc, si tu as une Logic App qui a 2-3 nœuds, une condition avec 2-3 nœuds dans le fond, une condition qui est un if, là. Mhm. Donc, tu comptes tes nœuds, puis tu as un certain montant, quelques sous, quelques. Ah oui, oui, oui. Oui, Donc, ce qui si tu permet en as de dire, 10, puis c'était, supposons que c'est 10 sous, ben, ça fait 1 $ plus ton appel. Puis ça, c'est par palier. Là. Donc, supposons les 500 000 premières fois, c'est ouais, tel c'est ça. frais. Après ça, ça change. Donc là, au prorata, comme ça, ça te donne une idée de comment Ouais, ouais. ça va coûter. C'est plus à la charge d'utilisation, effectivement, du nombre de nœuds à ce moment-là que tu vas avoir sur ta page, quoi, dans ton Ouais, flux. c'est ça. Donc, quelque chose qui serait très gros, très complexe, ou moi, j'avais fait une Ouais, fois ouais. une Logic App qui était récursive, donc qui s'appelait elle-même. C'était un peu complexe. Là, à ce moment-là, on a abandonné parce que ça faisait que c'était trop dispendieux à Mhm. exécuter. Ouais, puis tu as tué Azure aussi, donc tu as le responsable qui est venu dans ton bureau. Et qu'est-ce que vous me faites là? Les serveurs sont tombés, c'est de votre faute. Ouais, ouais, il m'avait trouvé très créatif. Mais bon, Voilà. il n'y a rien qui empêche de le faire. Hein. Faut un peu tricher, mais ça se fait très bien. Ok. Donc, là, ici, on a maintenant notre élément déclencheur, donc notre trigger qui Mhm. existe, qui va démarrer la Logic App à chaque fois qu'un nouveau fichier est créé dans mon répertoire Drops dans mon OneDrive, Ouais. qui est présentement vide. Donc, ensuite, on a un bouton New Step, donc on rajoute une prochaine étape. Et là, on Mhm. peut décider de faire plusieurs choses. Euh, Est-ce que Ah, je suis on a capable d'en lister plein quelques-uns? d'actions. C'est sûr que mon écran, là, présentement, la résolution est très grosse pour qu'on voit bien. Et j'espère qu'on voit bien parce que je peux zoomer aussi. Donc, Non, 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 ça c'est Non, c'est déjà bien impeccable. ça. Sinon, Richard va encore râler que c'est Ouais, que ouais. c'est trop gros. donc ouais, l'idée, c'est qu'ici, il y en a énormément, 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 Ouais, énormément. ouais. Là, ça Heureusement qu'il y charge. a une zone de recherche d'ailleurs au-dessus pour filtrer ce que tu veux trouver. Exactement. Donc, ils vont toujours nous en mettre ici les plus communs dans le haut, mais on peut en faire plein, on peut faire des conditions. Donc, on pourra dire, OK, je sais pas moi, si le nom, l'extension du fichier est texte, fait tel truc. Sinon, peut-être on veut Mhm. pas interagir sur tous les fichiers. Donc, on peut avoir des conditions, on peut avoir beaucoup de choses plus Mhm. logiques, pardon, d'où le fait que ce soit une Logic App. Ici, on va assumer que tout est beau et on va aller avec une Azure Function. Donc appeler une Parce que Azure ce que je Function. voulais montrer, Ouais. c'était que on peut utiliser, excusez, on peut utiliser les composantes qui sont déjà dans Azure. Donc oui, on peut se connecter à OneDrive, à SAP, à des choses, à une base de données, mais on peut aussi se connecter à d'autres éléments qui sont déployés dans Azure. Donc, si j'ai une Logic App, en fait, j'ai deux Logic Apps. J'ai une qui s'appelle Extract Tag, qui fait Mhm. partie d'une fonction que j'ai construite pour une autre Logic App, mais que je ne vais pas aller jouer dedans aujourd'hui. Donc, l'autre ici, c'est Franck Demo. Et si je regarde dans Franck Demo, en fait, j'ai une Azure fonction qui a été créée. Puis, bon, j'ai juste créé la de base Ouais. quand on fait un HTTP trigger. Donc, ils vont retourner Allo avec le nom de l'usager. Donc, si je prends ça, Donc là, tu choisis l'HTTP trigger et bah, c'est une requête HTTP, donc tu dois choisir le type d'accès, un type HTTP GET, POST, query, c'est ça. Hein. exactement. Donc tu configures le type de requête HTTP que tu vas vouloir enclencher. Quoi. Exact. Donc, là, si je choisis la méthode, là, ça va me racheter un paramètre. Donc, là, je peux dire, OK, mais je veux un HTTP GET. Un HTTP GET, GET. ouais. Puis là, on va passer le contenu. Donc, ah oui, mais là, le contenu. Ah oui, là, ça ne marchera pas. Bon, supposons que je. Ah oui, puis là, une des choses qui est intéressante, que je voulais montrer, je vais enlever. Donc,
une des choses que je trouve très intéressante lorsqu'on fait de la Logic App, c'est que on a un menu ici qui est dynamique. Mhm. Puis là, bon, effectivement, j'ai que des choix qui sont par rapport à OneDrive, puisque dans ma Logic App, je n'ai que OneDrive. Et en fait, à chaque nœud qu'on va rajouter, à chaque step, à chaque action, Logic App détecte les nœuds précédents et va nous mettre les options. Donc, si j'avais créé une variable, on verrait ici la variable. Donc, il va nous bâtir qu'est-ce qui existe. On a juste à cliquer. Donc, ouais, parce donc avant, tu as récupéré il y a un déclencheur qui était fait dès qu'il y avait un fichier qui était créé. Et donc là, il sait que tu as ce fichier-là. Et donc, il te propose dans les paramètres le nom du fichier, le contenu du fichier. Il y a la date, la taille, des choses comme ça. Voilà. Enfin, des informations sur le fichier. Oui, ouais, parce que dans les autres éléments que j'ai présents dans ma Logic App, présentement, ce n'est que par rapport à OneDrive. Donc, c'est contextuel à OneDrive. Si j'avais eu une base de données, ça aurait été d'autres éléments. Puis, en bout de ligne, si on a plusieurs actions, on va voir, OK, bon, mais si tu veux une action concernant la base de données, est-ce que tu veux telle chose, le nom de la table, le nom de la valeur de la donnée, le type de la donnée. Ouais. On va avoir tout. Donc, c'est très intéressant parce que ça nous permet de voir un peu plus qu'est-ce qui est disponible. Et il y a même des expressions, j'ai vu. Donc, tu peux combiner ou, entre guillemets, traiter en quelque sorte les données que tu reçois. C'est le nom du fichier, tu pourrais dire extrais-moi uniquement l'extension si tu as envie. Quoi. Tu fais un substring, des choses comme ça. Quoi. Oui, en fait, souvent, pour les démos, on va garder ça très simple, mais on s'entend que dans la vraie vie, on va aller avec une expression pour extraire une donnée, peut-être reformater, changer le format de la chaîne de caractères qu'on a besoin. Et en tout temps, on peut aussi, je vais juste sauvegarder ici, et en tout temps, là, présentement, on est dans le mode qu'on appelle Designer, donc le mode très visuel, mais il y a aussi un mode, si je peux finir par sauvegarder, il y a aussi un mode, comme je disais, qui est Code View, donc à ce moment-là, c'est vraiment le fichier JSON, donc si je bascule dans le mode Code View, là, on voit vraiment que c'est un fichier JSON. Et on va voir où c'était donc ici mon trigger, mon élément déclencheur. Donc, quand un nouveau fichier se crée, et là, on a des paramètres parce que c'est, dans le fond, avec ma connexion OneDrive. Et là, on va aller chercher dans les répertoires. On a ici le répertoire qui est mentionné. Puis, on va avoir les actions. Donc, ici, on voit dans mon action, je vais appeler l'élément Azure Function qui s'appelait HTTP Trigger 1, qui, en fond, passe le body de mon trigger. Présentement, c'est le seul autre nœud que j'avais, donc c'est celui que j'ai utilisé. Mais de cette façon-là, notre fichier va se bâtir. Ça, c'est très intéressant, le fait que ça soit un fichier, parce que comme c'est un outil d'intégration, Logic App, on peut garder ce fichier-là avec notre code de notre application. Donc, c'est un fichier, un flat file. Donc, on peut l'avoir comme ça dans notre Git et puis même l'intégrer. Puis, on peut toujours déployer une Logic App aussi en disant, déploie la Logic App et le code est pointé sur le fichier. Puis, boum, toute la Logic App va être créée. Ah oui. Donc on peut même faire des environnements du coup, créer un environnement de dev et puis avoir un environnement de production par après qui reprendrait le code, le JSON dont on vient de voir pour le faire le déploiement. Pas travailler qu'en production. Parce que je rappelle que c'est pas bien de déployer directement en production et de modifier en production. Il y en a qui le font encore, mais c'est pas bien. Personne ne fait ça, non? Non, surtout pas. Une des petites nouveautés, en fait, je ne l'ai même jamais utilisé encore. Je pense que ça fait 2 semaines environ que c'est, ou peut-être un petit peu plus, que c'est disponible. Donc, je ne sais pas si vous aviez déjà remarqué. Mais ici, dans mon écran, maintenant, j'ai paramètres qui est disponible. Donc, je peux passer des paramètres. En fait, là, présentement, je n'ai pas de paramètres, surtout que mon élément déclencheur est un fichier dans OneDrive. Les paramètres, d'après moi, vont être plus utilisés lorsque c'est un appel, un HTTP trigger ou un appel de fonction. Mais maintenant, on peut avoir des paramètres comme ça qui sont déclarés. Tu l'envoies comment? Je veux dire, ton flux ici, Logic Apps, est accessible de l'extérieur via quoi? Via une application REST, une
Une API REST ou des choses comme ça pour envoyer les Ouais, paramètres? Oui, c'est ça. Non, dans le fond, là, présentement, moi, je l'ai créé avec un fichier. Mhm. C'est mon élément déclencheur, mais on aurait très bien pu dire, bon, mais OK, je veux que ça soit sur un HTTP GET et je voudrais passer des paramètres. Donc, un API REST et Ouais. on va pouvoir passer des paramètres comme ça. C'est plus facile à définir des fois qu'un Ah oui, avoir oui, à ok. construire C'est un template. Puis, c'est ça, c'est plus si jamais tu dois réutiliser le même flux sur plusieurs environnements, tu peux à ce moment-là configurer et mettre des paramètres globaux pour l'application, quoi. exact. Ouais, c'est ça, ok. Parce Ouais, que je comprends. maintenant, on a accès aussi à des variables qu'on peut créer. Donc, ça a été intégré, ça a été ajouté dans le fond l'année dernière, je pense. Ben, quand même récemment, là, 2019, Mhm. c'est pas si vieux que ça, mais présentement, on a possibilité d'avoir des variables. Variables. Donc maintenant, Ah ouais. on peut créer des variables, définir des variables, modifier une valeur d'une variable, incrémenter, parce que des fois, on peut peut-être avoir un compteur pour faire des boucles. Donc, Mhm. on peut avoir comme ça des variables. Avant, on n'avait pas cette possibilité-là. Donc, c'est un ajout très intéressant. Un autre des ajouts qu'ils ont fait, c'est que maintenant, bon, là, présentement, dans l'exemple que j'avais fait précédemment, juste ici, c'est j'appelle une Azure fonction que j'ai déjà créée. Mhm. Mais peut-être que j'ai besoin seulement je sais pas moi, de mettre tous les caractères en majuscules. Mhm. Ben, dans le fond, j'aimerais me sauver d'avoir à faire une Azure fonction pour seulement faire ça. Ouais. Maintenant, on peut faire du code inline si on veut. Donc, c'est une Azure fonction qui est créée euh, à la dernière seconde par la Logic App pour exécuter notre bout de code. Ouais, C'est c'est ça. pas, c'est très bien pour des petites choses simples, évidemment, parce que si Ouais. vous avez quelque chose un peu plus costaud, ben, ça vaut la peine de faire une vraie Azure fonction puis de la gérer à part, mais pour des cas simples, où c'est juste un petit changement, une petite twist sur les données ou une valeur, ben, on peut faire ça comme ça, là. Oui, Ouais, je sais bien. et ça permet de rester dans le même environnement de développement, quoi. Oui, Ouais, d'avoir tout centralisé. Et c'est vrai que moi, je me Ouais. rappelle dans les petits tests que j'avais fait, les démos, j'avais utilisé, donc on récupérait, je crois que c'était sur une base de données, quand un record était créé, on allait exécuter un HTTP sur un autre serveur pour récupérer des données, donc on recevait un JSON, et il fallait manipuler légèrement le JSON pour pouvoir le retravailler par après. Et j'avais rajouté ce morceau de bloc-là. Moi, je l'avais fait en JavaScript, je ne sais pas s'il y a d'autres langages maintenant qui sont disponibles ou si le changement se fait en JavaScript uniquement. Euh, ça va être en JavaScript pour le moment. Ouais, je Parce que dans pense le aussi. fond, ça se fait dans l'interface. Donc, Ouais, tu ouais, ne ouais. pourrais Bah, pas ça marcherait avoir. bien, c'est vrai que. Ouais. Et c'est vrai qu'on récupère les variables qui sont à côté, donc par exemple le contenu du JSON, et puis bah, là, on va le manipuler comme si on manipulait en JavaScript n'importe quel type de données. C'est quand même plus simple que de faire rajouter des blocs ou des clics-clics, quoi. À un moment donné, surtout en tant que dev, on se dit pourquoi se casser la tête alors qu'en 3 lignes de code, c'est fait. Oui, exactement. C'est fait pour ça. C'est quand c'est que 3 ou 4 lignes de code, Mhm. c'est un bon cas pour utiliser la fonction inline. Ouais. Je pense que c'est ça comme ça aussi qu'il appelle code inline ou quelque chose comme ça. Par contre, ça prend un compte d'intégration. Donc, Ah c'est oui. pas toutes les Logic Apps qui vont pouvoir faire ça. C'est les Ah Logic oui. Apps là, qui font partie d'un compte d'intégration. Donc, c'est un petit peu plus pour l'entreprise. Compte d'intégration, c'est quoi? C'est un service dans Azure à créer pour pouvoir se rattacher à ce compte, c'est ça? Pour exécuter Exact. le code. C'est ça, ok. Exact. Donc, ça permet d'avoir une plus grande stabilité. Bon, c'est comme un peu un compte premium, si on veut, là, pour la Logic App. C'est Ouais. utilisé pour les entreprises, d'où le nom. Donc, c'est sûr que si c'est seulement pour on fait ça à la maison ou pour nous aider, ou peut-être qu'on est juste une petite entreprise, bah, finalement, c'est plus simple de créer la fonction à part, là, mais Hmm. ouais. Ok. Ok, ok. Et donc, une fois que tu as exécuté ici ta récupération de fichiers, Bon, ici, donc, j'appelle ma Azure fonction, j'y passe le contenu de mon fichier et mhm, après, ce qu'on pourrait faire, c'est dire, bon, ben, OK, on va aller créer un autre fichier. Donc, on pourrait dire, OK, je veux créer un nouveau fichier, donc create file. Puis là, à ce moment-là, on va aller spécifier où on veut notre fichier. Donc, je vais retourner dans mes répertoires dev, et ensuite démo, et ensuite DevOps démo et output. ouais. Parce que
Puis là, à ce moment-là, on dit OK, est-ce que pour le nom de fichier, nom du fichier, qu'est-ce que tu veux? Puis que là, je pourrais juste dire test. On pourrait à ce moment-là dire OK, ben, je veux concaténer puis avoir la date. Donc, on pourrait dire OK, je veux concat, je veux. Oups. Puis là, c'est toujours un peu plus compliqué, veux pas, d'avoir quand on commence à jouer avec les expressions, mais c'est très, très, très puissant. Donc, on pourrait dire test, ensuite, rajouter une autre expression. Est-ce que j'ai now ou quelque chose comme ça? UTC now. Ouais. Ah oui, donc on a quand même pas mal de petites fonctions communes, quoi. Mais c'est vrai que l'interface, si on est habitué à du développement, c'est plus limité, c'est une zone plus fine, donc c'est pas pour commencer à taper des lignes de code à non plus finir, quoi. C'est vraiment il faut rester dans un flux et rester quelque chose d'assez logique au niveau des traitements qu'on veut réaliser. Oui. Là, à ce Maintenant, moment-là, on voit maintenant si je choisis qu'est-ce que je veux mettre dans le fichier, donc le file content. Mais dans mon menu, là, il fait exprès, il ne me le montre plus. Allez, bon. Mon contenu dynamique, on voit qu'il me montre encore les éléments concernant OneDrive reliés à mon trigger, à mon déclencheur, où je peux aller voir aussi à partir de ma fonction. Et là, dans la fonction, ben, j'ai le statut, donc le retour. Comme ma fonction, c'était un appel REST, un HTTP. Je ne l'ai pas montré le code, là, mais c'était le HTTP trigger de base là, quand on crée. Donc, j'ai un code 200, si c'est bon et tout. Ça. Et j'ai le body. Donc, je pourrais mettre le body. Évidemment, là, en vrai, il faudrait probablement avoir un meilleur, restructurer un peu le tout. Mais bon. C'est pour voir juste la démo et voir que ça marche, quoi. Oui, c'est ça. Puis là, à ce moment-là, quand les expressions sont plus complexes, ce qu'on peut faire, moi, en tout cas, règle générale, ce que je vais faire, je vais écrire un peu un peu ce que je pense rapidement en utilisant le menu contextuel, les fonctions. Des fois, c'est juste pour explorer. Après, je vais basculer en mode code. Puis là, je vais vraiment aller peaufiner ce que j'ai besoin. Qu'est-ce que tu appelles en mode code via le code view, donc le JSON dont on voyait tout à l'heure? Je vais basculer en code view pour aller voir. Puis là, ben, je vais dire, OK, non, je veux vraiment aller chercher tel truc. Parce que ben, des fois, tu veux faire quelque chose, puis l'interface. Oui, elle est limitée. Quoi. Elle a la misère à te le présenter d'une façon claire, donc des fois, c'est juste pas présent. Donc, mais bon, pour savoir comment écrire tel nom de fonction, tout ça, le fait d'avoir le menu contextuel, ça aide à voir qu'est-ce qui existe dans les fonctions. Ensuite, pour la placer à la bonne endroit et faire le bon appel, peaufiner l'appel, moi, je bascule en mode code, puis bon, je fais les corrections qui s'imposent. OK. Et je suppose qu'on va l'exécuter, s'il y a une erreur ou what, on va avoir un message. C'est ça. En fait, il risque d'avoir une erreur, mais c'est parfait parce que c'est un peu ce que je veux. L'idée, c'est plus de montrer l'idée générale, comment ça fonctionne. Donc là, je vais juste... Je suis en train de faire des choses pas dans l'écran, donc vous ne le voyez pas. Je vais juste mettre ça un peu de côté ici. J'ai créé un nouveau fichier, texte, que je vais renommer demo.txt. On va l'ouvrir avec Visual Studio Code. Et on va juste mettre, on va mettre Denis. Ouais. Voilà. Donc, du coup, je m'en vais dans ça ici. C'est mon OneDrive que j'avais déjà ouvert avec l'interface web. Donc, je suis déjà dans le répertoire DevApps Demo. On va aller dans le sous-répertoire Drops et je vais glisser mon fichier. Donc, maintenant, mon fichier est présent. Donc, on pourrait attendre, voir qu'est-ce qui se passe. Donc, si je refais juste je vais remaximiser mon navigateur Internet. Donc, on pourrait attendre 1 minute ou 2 que l'élément se déclenche parce qu'on avait spécifié de vérifier à toutes les minutes. Oui. Donc, on peut être patient et attendre. Ah, ça l'a déjà passé, excellent. Donc, mais si on veut forcer, donc quand on est en train de développer, ou juste si on est impatient comme moi, on peut forcer en faisant Run Trigger. À ce moment-là, on va pouvoir déclencher automatiquement.
Ou on aurait pu, à l'intérieur de la Logic App, faire un run, puis le suivre. Donc, maintenant, on voit ici dans le statut que ça a été exécuté. On voit l'heure, on voit l'identifiant, on voit combien de temps la Logic App. Donc, on a de l'information et on peut avoir énormément d'informations parce qu'on pourra attacher Application Insight, donc qui est l'outil d'analyse qui capte toutes les informations. Donc, on peut avoir vraiment beaucoup d'informations sur nos Logic Apps. Donc, si tu cliques dessus, si je clique dessus, là, on voit que effectivement, avec le petit crochet vert on voit mon trigger a bien été déclenché, mais on voit qu'il y a un point d'exclamation rouge ici à la fonction. Donc, si je regarde, il n'a pas du tout aimé la manière dont tu l'as envoyé, quoi. C'est ça. Il n'a pas aimé comment j'ai envoyé mes choses. Mais on voit que dans le body, il y avait Denis qui était là. C'est ça. Il a bien envoyé le contenu. Mais c'est ça, ok. Il a bien récupéré le contenu, Il a bien récupéré le contenu, il n'a pas réussi à l'envoyer. Exact. C'est ça. Donc là, à partir de ce moment-là, on pourra dire « Ah oui, mais bon, je n'ai pas fait l'appel comme il faut. » Donc, on peut retourner dans notre Logic App. Donc, à la place, je vais faire un HTTP post. On va effacer ça ici. Puis, on va mettre notre fichier JSON. Donc, c'est un post. Donc, pareil comme dans ma fonction. Ce que je veux reproduire maintenant, c'est ça ici. Donc, on va même le copier. Et je vais aller copier ici la valeur. Et au lieu de Azure ici, ce que je vais faire, je vais aller mettre le contenu du fichier. C'est ça, ok. Voilà. Et on va relancer le tout. Donc, OK. Bon, parfait. Donc, je reprends le fichier démo. Je le reclisse dans mon OneDrive. Je le dépose. Et on retourne voir ici notre statut. Si je fais un refresh. Alors, il faut faire Run Trigger, c'est ça? C'est ça. Donc, on va faire Run Trigger. Donc, on voit ici, si j'avais eu plusieurs triggers disponibles, ici, j'aurais la liste. Mais si je vois que c'est vraiment quand il y a un nouveau fichier. Donc, le trigger a été lancé. Et si je regarde, maintenant, ça a fonctionné. Donc, si je clique dessus, maintenant, allons voir ce qui s'est passé. Donc, ici, je vois que mon fichier... Dans le fond, maintenant, je peux aller... comment vous dites en français? Miner? Je peux aller plus profondément, voir le détail. Donc, si je vois dans mon déclencheur, mon trigger, moi, je vais voir le folder, mais ça, on le savait déjà. Maintenant, je vais voir le contenu du fichier qui va être donné. Je vais avoir plus d'informations sur les choses, ce qui m'aide beaucoup lorsqu'il y a un problème. Là, aujourd'hui, c'est un exemple qui est en fait trop simple, mais bon, c'est plus facile de comprendre qu'est-ce qui se passe avec un exemple très simple. Mais quand on a quelque chose de vraiment complexe, on se demande pourquoi ça n'a pas fonctionné, puis finalement, on regarde, puis peut-être que, bon, c'est la date n'est pas dans le bon format, ou on va aller voir. Donc, ici, cette vue-là va beaucoup nous aider à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, si on voit le HTTP trigger, il nous a passé, on voit que le body, effectivement, on a bien construit, donc on a bien réparé notre appel tantôt en passant le JSON. On voit ici que le output, le statut est 200, parce que je m'attends à un statut 200. Peut-être que j'avais une sécurité, puis comme je n'ai pas spécifié rien, peut-être que j'aurais eu un problème, un 401 ou quelque chose comme ça. Et on voit qu'en fond, le retour, c'est Hello Denis. C'est ça, c'est le contenu de ta fonction. D'autres informations qui sont passées. Puis là, si on va voir notre dernière étape, qui était créer un nouveau fichier. Donc, il nous dit... J'ai créé le fichier dans le répertoire suivant. Le nom du fichier, c'est très laid, mais c'est ce que j'avais dit. C'est le test avec une faute. Test avec une typo. Voilà. Ça, c'était ma première vérification, savoir si vous suiviez, mais bon, vous y avez vu que du feu. C'est les joies du live, du direct. Donc, avec la date. Donc, on voit ici probablement que c'est pas une bonne idée de mettre le UTC dans le nom. Il faudrait probablement avoir un format un format plus clair, quoi. Mais enfin, ça marche. Ça. Donc là, on voit tous les détails. Donc, c'est très, très intéressant comme ça. Je pourrais, si je sais pas, il y avait une mauvaise donnée dans mon fichier, corriger la donnée, faire un resubmit si je veux. On peut voir tout l'historique. On peut aller chercher qu'est-ce qui se passe. Et là, bien évidemment, on va aller vérifier. Donc, si je retourne dans mon OneDrive, je remonte
d'un répertoire et je m'en vais maintenant dans le répertoire Output. On voit bien le On voit fichier. qu'il y a 3 minutes, il y a un fichier avec un nom très bizarre qui a été créé. Si je clique dessus, Ouais, il n'y a pas d'extension, donc il ne le j'ai reconnaît pas mis pas. Ouais. d'extension. J'ai oublié de mettre l'extension. Et je vais ouvrir le fichier. Et dans le résumé qu'on avait tout à l'heure, là, il y a un point aussi qui est intéressant, c'est qu'on a le temps d'exécution de chaque étape. Oui. Ah oui. Donc, on a pu voir que, par exemple, la création du fichier sur OneDrive avait pris 2 secondes, et ce qui était le plus important dans le temps d'exécution global de l'application. Oui, effectivement. Donc, on voit que le nom du fichier, ça dit Hello Denis. Voilà. Ouais, c'est ça, à l'intérieur. Ouais. Notre super démo a bien fonctionné après tout. Donc voilà, c'est un exemple qui était un peu bête. Ouais, mais ça montre bien ce qu'on peut faire. C'est de pouvoir dire, OK, on peut faire plein de choses. Puis après ça, on peut avoir différentes versions. Donc, peut-être que là, maintenant, on voudrait avoir une autre version parce qu'on a décidé maintenant de basculer, puis on n'utilise plus OneDrive, on utilise, je ne sais pas moi, un autre, Dropbox. Mm-hmm. Donc, on va faire une version 2 de notre Logic App. On va pouvoir les mettre parallèles, ensuite basculer quand on veut. On peut mettre tous les contrôles qu'on retrouve dans Azure vont être disponibles. On pourrait avoir une sécurité, avoir certaines permissions. Donc, pas tout le monde qui a accès à la Logic App. On peut avoir des alertes s'il se passe des problèmes. Vraiment monitorer, surveiller la Logic App pour des problèmes de performance, connexion, plusieurs choses comme ça. Ouais, c'est ça. Tu peux on voit la désactiver, on peut la cloner pour en refaire une autre. Et c'est vrai que nous, on avait fait des essais, d'ailleurs maintenant il est en production, on en a fait une qui est en production sur un projet. C'était principalement sur le fait que ça, via le bouton Edit que tu nous as montré, ça permet de modifier le flux et donc ça donne à la limite les mains, le client peut directement lui-même avoir la main sur le flux, quoi. Et c'est ça qu'on voulait avoir aussi, c'est que ça ne doivent pas rentrer dans du code parce qu'on se dit que dans 6 mois ou dans un an, il va peut-être vouloir ajouter, tiens, j'ai envoyé un fichier comme tu l'as fait ici dans un répertoire OneDrive, mais en plus de ça, je veux envoyer un mail avec le contenu de ce fichier dans une adresse. On ne le sait pas maintenant, mais lui va pouvoir le rajouter sans même faire appel à nous, puisque c'est tellement simple à modifier, à créer. Donc, on a vraiment créé la base, et puis lui, il va l'adapter, il va créer ça comme il veut, quoi. Et ça, je trouve ça intéressant. C'est bien. Il faut évidemment avoir un compte Azure, mais c'est quand même pas mal pour pouvoir mettre tout ça en place, quoi. Mais presque tout est disponible. Donc, si vous avez Office 365, presque tout ce qu'on a fait ce matin, je ne sais pas si on peut, à partir de Flow, par contre, appeler une Azure Function, mais on peut faire beaucoup. C'est la même idée de base. Donc, là, si on n'a pas de compte Azure, puis on n'a pas besoin. Je pense qu'on peut le faire parce que les Azure Functions sont mises en HTTP, donc en REST, et on peut appeler des fonctionnalités REST avec. Ouais. Voilà. Je pense. Ouais. Maintenant, j'avais une question. Ici, tout ça est fait dans Azure, dans le portail d'Azure. Oui. Comme moi, personnellement, mais c'est encore plus mon aspect développeur qui revient, c'est parfois un peu embêtant parce que il faut cliquer, il faut appuyer là, il faut aller rechercher là-bas, il y a l'interface qui n'est pas toujours adaptée à ce qu'on veut. On peut faire peut-être pas la même chose, mais on peut reprendre ce code-là, ou du moins développer dans VS Code ou dans Visual Studio. Oui, donc il y a une extension pour Visual Studio il y a une extension dans Visual Studio pour développer, en fait, qui est la même interface. Donc on va avoir la même interface graphique ici, mais directement intégrée dans Visual Studio alors. Oui. Okay. Et puis dans Visual Studio Code, présentement, ça va être le fichier JSON, mais avec une IntelliSense. Oui, c'est ça. Ouais, OK. C'est déjà pas mal. Celui qui maîtrise un peu mieux, c'est ça. Il peut directement taper du code dedans ou du moins aller compléter certains morceaux de code, quoi. Oui, c'est ça. Moi, j'aime souvent me servir d'interface graphique, donc parce que c'est clic, 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 ça va vite. On permet de bâtir la structure très rapidement. Puis après, oui, je ne suis pas à ma première, mais encore, tu vois, là, tantôt, je me cherchais un peu. Donc, moi, j'aime bien ça aussi. J'aime bien ça aussi, mais j'étais un peu parfois limité au fait à certaines zones. Comme tu as vu, par exemple, parfois, il y a des expressions que tu avais mises tout à l'heure de concaténation. L'espace pour écrire, il est limité à, je ne sais pas combien, dire 300 pixels sur l'écran. Et donc, c'est tout de suite un peu embêtant, quoi. Si on a vraiment un éditeur classique tel que nous, on le connaît, là, on est ouvert, on peut agrandir, diminuer, on peut faire ce qu'on veut, c'est quand même plus simple. C'est bien de travailler avec des grands écrans. Oui, je suis d'accord. Mais il faut avoir des bons yeux aussi, monsieur. Et moi je perds là-dessus mes bons yeux. Enfin, je les ai toujours perdus, mes bons yeux, d'ailleurs.
Effectivement. Donc, c'est très utile. Là, on dit Visual Studio Code et on dit Visual Studio. Visual Studio, c'est peut-être l'exception parce qu'on va avoir la version design avec visuel, très visuel. Mais en fait, là, c'est un fichier JSON. Donc, n'importe quel éditeur de texte, là, si on veut la jouer à la dure, on peut même aller dans Notepad. Ouais, c'est ça. Ou Vim. Ça, là, c'est vraiment à la dure. Ouais. Et si on veut l'intégrer à nos applications, si on développe, je sais pas moi, un site web ou une application en C#, comment on peut faire pour faire l'appel? C'est un autre type de trigger qui est je sais pas quoi ou comment ça se passe? Si on fait un HTTP HTTP trigger, à trigger. ce moment-là, ça devient un appel REST. Oui, c'est ça, ouais, c'est juste. On peut faire un HTTP trigger. Donc là, en gros, il est à l'écoute de l'appel qu'on va lui faire, quoi. Oui, en fait, est-ce que oui, dans le fond, si je construis une autre Logic App, je choisis que c'est un HTTP trigger, là, à ce moment-là, je peux décider quel genre d'appel. Est-ce que c'est un post, est-ce que c'est un get, quel est le schéma qui va rentrer à l'intérieur. Et à ce moment-là, c'est là où je pensais là, que les nouveaux paramètres vont être très, très utiles. Ouais. Là, à ce moment-là, on configure comme on veut. On peut avoir de l'authentification parce qu'on ne veut pas que n'importe qui tombe sur notre Logic App. Puis à partir de là, on va pouvoir le faire. Je sais aussi mais je ne sais pas si ça a été maintenu, mais il y avait un SDK qui existait, donc qui permettait de faire des appels directement ou de construire une Logic App ou des choses comme ça, là, directement, mettons, en C#. Mais je ne sais pas si... Oui, parce que c'est vrai que... populaire. Je sais que je l'avais essayé dans le temps que j'étais MVP, j'avais essayé de jouer un peu avec, mais je ne sais pas où ça en est, là. C'est vrai que si on peut faire un appel HTTP, et bon, comme si c'était un site qui est à l'écoute, à la limite, c'est encore le plus simple, quoi. Dans côté client. Aujourd'hui, c'est comme le classique, quoi. Ouais, c'est ça. Ça devient en gros comme une Azure Function ou un mini site web en serverless dont tu parlais tout à l'heure. Oui, c'est ça, n'importe quel service, en fait. Parce qu'aujourd'hui, tout est interconnecté, tout est en service. Donc, c'est souvent ce qui est le plus commun. Tout ce que les gens veulent, c'est justement là, un endpoint comme ça, un appel HTTP. Donc, il n'y a pas de problème. On va avoir un URL qui va être généré quand on crée notre Logic App. Une fois qu'on la sauvegarde, on va avoir l'URL et on peut l'utiliser de cette façon-là, faire notre appel directement à partir de Postman ou de n'importe quel autre service. Oui, c'est ça. Et au niveau du prix, il faut s'attendre à quoi comme type? Il y a peut-être un plan qui est gratuit au départ pour essayer ou... Oui, il y a un certain nombre d'appels qui est gratuit. Puis là, en fonction, après ça, du nombre de nœuds, comme j'expliquais, du data center, de votre monnaie, le prix va varier. Donc, je veux pas dire de chiffres, mais on ne s'attend pas, à moins que ce soit quelque chose de très gros ou qui est appelé énormément, on ne devrait pas s'attendre à une facture qui est très énorme. Ouais, quelques euros, a priori, on peut s'en sortir déjà pour des projets normaux. J'en ai une que j'utilise, moi. Donc, à tous les lundis, je publie mes notes de lecture, mes reading notes. Ouais. Et en fait, l'élément déclencheur, c'est un fichier. Donc, j'ai une petite liseuse électronique. Puis, je prends mes notes quand je lis des articles dans ma liseuse. Puis, tout ça est dans un fichier. C'est comme ça que la liseuse fonctionne, qui est un Kindle. Donc, je dépose mon fichier dans un OneNote, un folder, puis ça récupère des URL, ça appelle plusieurs autres services, puis c'est ce qui me génère mon fichier Markdown pour mon blog, mon post que je vais partager. Puis je roule ça dans ma petite subscription, là, puis en fait, ça ne m'a jamais rien coûté. Parce que en fait, je l'appelle une fois par semaine, là, remarque, là. Mais c'est pas... Oui, c'est ça. Ouais, mais c'est ça. C'est pour ce genre de système qu'on peut automatiser. Et tiens, une dernière question que je me pose, mais ça, c'est moi qui ai eu le plus cette demande-là. Moi, je fais régulièrement dans des projets des web jobs qu'on appelle ou qu'on automatise, comme on le fait ici toutes les minutes. Mais un web job, ça peut être du code C#, ça peut être un exécutable qu'on va exécuter sur une VM classique, quoi. Oui. Ici, on n'a pas cette possibilité-là, hein. On ne sait pas demander d'exécuter un exécutable qu'on aurait développé en distinct. Donc, je ne peux pas faire un exécutable en C# et puis dire, tiens, tu vas m'exécuter ce programme-là toutes les minutes, par exemple. Non. Ça ne m'étonne pas parce qu'effectivement, on est dans un mode plus serverless. Donc, c'est mis en place via les modules qui sont présents à l'intérieur de l'outil, à l'intérieur de Logic App, quoi. C'est ça. C'est vraiment un outil
l'intégration. Moi, j'avais vraiment, dans le fond, là, c'est comment il disait ça? Intégration as a service, IaaS, I? C'est ça? Ouais. Ouais, IPA. Ah, en tout cas, j'oublie là. Intégration as a service, où on met en connexion d'autres systèmes. Donc, c'est si ça. on veut avoir exécuter un exécutable, Bah oui. à ce moment-là, il faut que j'aie une façon de le déclencher. Puis là, ma Logic App pourrait le faire. Donc, par contre, ce que je pourrais faire, c'est créer un container avec mon exécutable à l'intérieur et là, l'exécuter. Ce que je fais aussi, là, je suis en train de retravailler. C'est un des projets que j'ai commencé à faire sur mon stream où, je crée un container pour justement là, travailler sur des fichiers. Puis ça, on le fait à partir d'une Logic App. Donc, avec Logic App, je peux créer des containers, je peux créer beaucoup de choses. C'est ça, c'est plus vraiment, comme tu le dis, une intégration dont on a différents services et on va en gros faire déclencher ou faire communiquer ces services en leur envoyant des fichiers, des données et un petit peu tout ce qu'on veut, quoi. Ouais, puis en fait, là, si on veut... Puis la limite, après, c'est ça, c'est si on a quelque chose de très spécifique, c'est est-ce que c'est une Azure Function, est-ce que c'est un container, est-ce que... Là, c'est sans limite, là. Ce qu'on peut faire, c'est... tout à fait, c'est ce qu'on veut. OK, c'est très bien. Je pense qu'on a fait le tour. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'on a déjà passé pas mal de petites choses en vue et que c'est intéressant. Je ne sais pas s'il y avait d'autres remarques, toi, Richard ou Franck, que vous vouliez donner? Non, rien de spécial. Ça va? On va, oui. Merci beaucoup en tout cas. Peut-être juste une dernière chose, Franck, si jamais on veut te contacter, si nos éditeurs ont d'autres questions et qui voudraient te prendre contact directement avec toi, le moyen le plus simple, c'est quoi? Sur les médias sociaux, je suis F Boucheros, donc F Boucher. Je vais vous rajouter OS, donc ça fait F Boucheros. Les DM sont ouvertes si vous ne voulez pas me demander une question publique sur Twitter. Je suis aussi disponible sur LinkedIn. Il y a ma page YouTube. Je suis sur Facebook, mais c'est Frankie's Notes. Donc, un peu partout, en fait. Parfait, très très bien, merci. Juste une dernière remarque, comme je le fais à chaque fois. Si vous appréciez le podcast, venez nous soutenir sur tipeee.com/devaps. Donc c'est déjà ce qu'on fait, comme le mois passé, Stéphane, Damien, Frédéric, Adrien et Mickaël. Ou bien simplement, envoyez-nous un commentaire en bas de page du podcast ou de la vidéo YouTube, ça nous fait toujours très plaisir. Un grand merci à tous, à bientôt. Juste une dernière petite remarque, on va rajouter, parce qu'on a préenregistré avec Richard une information avec Christophe Nazar sur un événement à venir. Donc on va le passer juste après le générique de fin ici du podcast, comme ça ceux qui sont intéressés évidemment pourront aller voir et vous aurez plus d'infos dans les quelques minutes qui suivent concernant cet événement. Merci beaucoup messieurs, à un prochain épisode, à bientôt. Merci, au revoir. Salut. Rebonjour, nous voilà ici dans une petite capsule un peu spéciale, une petite discussion qu'on va avoir avec Christophe Nazar de Criteo, qui va venir nous parler d'un événement que tu organises, je pense, Christophe, d'ici quelques jours. Ouais, c'est ça. Ouais. Explique-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est que cet événement, où ça se passe et comment on peut faire pour s'y rendre. Alors, ça s'appelle la Nyan Conférence. Alors, il y a un clin d'œil au Nyan 4, pour ceux qui sont assez âgés pour avoir vu passer ça, la partie graphique avec un chat. Alors, en fait, ça veut dire Not Your Average .NET Conference. L'idée est partie du fait que ça faisait plusieurs années que je trouvais qu'on n'avait plus de conférences .NET à Paris. Microsoft avait cessé de promouvoir ce type d'événement avec du contenu vraiment orienté .NET, en finissant sur de l'Azure et en arrêtant maintenant d'avoir carrément des événements comme ça. Donc ça me semblait intéressant de proposer ce type d'événement. L'idée, c'est que on est sur une journée des experts qui viennent parler des différentes couches qu'il y a au niveau de .NET. Donc je vais juste aller rapidement. Alors juste pour dire que cette idée-là, je l'ai partagée en interne à Criteo et on a une équipe qui est en charge des événements et des conférences. Et ils ont bien voulu s'en occuper pour l'organiser. Donc c'est dans nos locaux et ça sera le 3 mars prochain. C'est sur Paris. C'est sur Paris, c'est sur une journée. Ouais.
Et je reviendrai sur les speakers après. Mais en gros, le programme de la journée, c'est vraiment de partir de toutes les couches pour arriver à la couche dans laquelle nous on est, c'est-à-dire nous on écrit des applications .NET et pour un petit peu améliorer la compréhension de ce qui se passe sur notre couche ou quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est toujours bien de comprendre ce qui se passe dans la couche en dessous. Donc c'est pour ça qu'on a décomposé cette journée en partant de la couche la plus basse, c'est-à-dire que j'ai invité le Pavel Josifovich, qui est celui qui a écrit la dernière version de Windows Internals, et qui nous parlera de Windows et quand on parle de thread, de process, de mémoire, qu'est-ce que ça veut dire? Et une fois qu'on aura vu ça, on pourra aller sur la couche du dessus, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que .NET et la runtime, qu'est-ce qui fait exécuter notre application. Donc là, ça sera Matt Warren qui va venir parler de ça. Et puis, il y a quand même du beau monde, hein, tu vas en reparler. Voilà, après. Alors ça, c'est ce que je vais vous montrer après. Le but, c'était vraiment d'avoir des gens qui connaissent la partie dont ils vont parler. Donc après, il y aura Konrad Kokoza qui a écrit le livre, là, le pavé de 1000 pages sur comment fonctionne la mémoire en .NET et le garbage collector, pour aussi expliquer comment est-ce que ça fonctionne, les pièges, les bonnes pratiques. Et c'est plus à destination de quoi? Des développeurs? Ou bien il faut vraiment avoir déjà une connaissance? Ou bien on peut y aller même si on débute en .NET? Je pense que c'est bien pour les gens qui débutent en .NET, parce que là, vous allez avoir justement un panorama de vraiment comment ça fonctionne. Alors, ce n'est pas pour les experts, c'est présenté par des experts, mais ce n'est pas pour des experts. Vraiment, mon idée, c'était qu'à la fin de la journée, tout le monde ait vraiment une bonne compréhension de ce qui se passe. Alors, on ne va pas aller dans les internals, au sens où on ne va pas aller voir le code, comment est-ce que c'est fait. Mais au moins, quand on parlera de JIT, quand on parlera de garbage collector ou de choses comme ça, ça ne sera pas juste un mot qui va être en l'air, mais on comprendra mieux les relations qu'il y a entre le code que nous, on écrit en C# et ce qui se passe un petit peu derrière. Et surtout avoir aussi peut-être les trucs et astuces, il y a des outils, je suppose qu'ils vont présenter des petits tools et des choses comme ça, et savoir quel outil utiliser, ça peut être pas mal. C'est ce que je leur ai demandé, et puis on finira la journée par un panel de discussion, puisque aussi ce qu'on voulait permettre, c'est que en plus d'avoir cette phase où les gens, où ces experts-là vont vous nous expliquer les choses, et on pourra aussi parler avec eux. Donc on a pareil des pauses importantes entre les sessions avec des questions ouvertes. Et j'ai voulu qu'à la fin de la journée, on ait une heure libre où là, on vient poser les questions qu'on veut. Et puis voilà. Donc c'était vraiment cette idée de convivialité, d'avoir accès à des gens qui sont jamais venus en France. En fait, moi je les connais parce que je vais parler à des confs et je les ai rencontrés sur des confs, et c'est avec eux que j'ai discuté de ce projet-là. Donc de pouvoir avoir la possibilité en France de discuter avec des gens qu'on voit d'habitude sur Internet. Donc ça me semblait important. Mais donc, il faut dire aussi, forcément, comme ils sont internationaux, je suppose que toutes les sessions, ou au moins la grosse majorité, seront en anglais. C'est un très bon point, ça sera en anglais. On ne va pas leur demander d'apprendre le français pour venir parler. Donc effectivement, ça peut être un frein, mais je pense que... Ouais, mais c'est souvent c'est de l'anglais technique. Hein. Complètement. Ceux qui n'ont jamais assisté à des conférences, il ne faut pas pouvoir parler anglais. Il faut, en gros, oui, comprendre, mais c'est toujours les mêmes termes quand on utilise un Visual Studio ou du .NET. Donc je pense que ce n'est pas très compliqué, même si on débute entre guillemets en anglais. C'est clair. Tout à fait raison. Donc voilà, c'était ça ce que je voulais partager avec vous, et puis vous dire que en fait, on a décidé d'un prix pour s'inscrire. Au départ, on voulait faire ça gratuitement. CTO organise des conférences gratuites aussi, mais en fait, on a eu pas mal de problèmes de gens qui s'inscrivent et en fait qui ne viennent pas. Mais c'est juste hallucinant. Moi, je suis tombé de ma chaise quand on m'a dit qu'il y avait plus de 70% des gens qui ne venaient pas. Donc, voilà, on a discuté en interne pour savoir comment on ferait. Donc, c'est 70 €, ce qui est, franchement, quand on regarde les prix des autres conférences, c'est vraiment pas cher. Et ça sera reversé à une association. Donc, vraiment, il n'y a pas l'idée de faire de l'argent.
pour être à peu près sûr que les gens qui se sont inscrits viennent. Voilà. Et c'est vrai ce que tu disais au début, c'est que actuellement on a de plus en plus tendance à utiliser des outils préformatés, enfin dans Azure où c'est des cases à cocher, des drag and drop ou ce genre de choses. Et là, on revient véritablement aux fondamentaux de .NET, quoi. Et Ouais. ça fait du bien à tout le monde de se remettre un petit peu dans le bain. Et de comprendre pourquoi, ce qui se cache derrière. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et puis vraiment de pouvoir échanger. C'est-à-dire même s'il y a des choses qui ne sont pas claires, là, c'est une super opportunité pour discuter avec ces personnes-là. Et puis vraiment aller au bout des questionnements que nous avons et que vous avez aussi. Donc ça, c'est vraiment une partie qui, moi, me semblait importante. Parce que j'avais vu ça dans des conférences. J'avais été en Russie, par exemple. En Russie, ils ont vraiment organisé pas mal de sessions. Et à la fin de chaque talk, à la fin de chaque session, en fait, tu pars dans un endroit où il y a un tableau blanc et tu réponds à toutes les questions que les gens viennent te poser. Donc, je voulais avoir cet esprit-là aussi. C'est plus avec des retours d'expérience, des discussions, voilà. Tu viens avec tes problèmes, d'en discuter, Exactement. Exactement. Oui, parce que c'est plutôt en petit comité. Enfin, je veux dire, c'est pas une salle de 3000 personnes. Ah non, non, pas du tout. Nous, on a un amphithéâtre de 150 personnes. Donc, ça sera vraiment en petit comité. Et puis après, comme on va être autour pour les pauses et des choses comme ça, il n'y aura pas de... Oui, c'est pas un énorme événement. Il y aura des pizzas à la fin? Je ne sais pas s'il y aura des pizzas. Je sais qu'il y a un cocktail qui a été prévu. Il y aura de quoi manger le midi. Donc voilà, c'est les informations. Et en pratique, on fait comment? On va quoi? Alors sur le site, donc le site, l'adresse, peut-être je vous la donnerai, vous la mettrez. On la mettra dans les liens aussi. C'est ce qu'on a en haut si vous cherchez Nyan Conférence. NYKN. Exactement. Conférence, c'est vrai que j'ai tapé ça dans le moteur de recherche et directement on obtient c'est le premier lien. Et si jamais en haut vous voyez un chat sur une tour Eiffel, c'est que c'est bon. Ouais, on aime bien les chats, donc c'est pour ça. Et comme c'est à Paris, ça nous semblait un beau logo. Et en fait, il faut juste cliquer sur le gros bouton orange, le RSVP. Orange, le réservation, ouais. Et donc voilà. C'est rue Blanche à Paris. C'est rue Blanche à Paris, c'est vraiment au cœur de Paris, c'est à côté de la gare Saint-Lazare. Le 3 mars à partir de 9h. Ouais, c'est ça, à partir de 9h. Ok. Et voilà. Et puis je crois qu'il y avait aussi une possibilité de faire gagner des places. Ah, si tu peux encore faire ça, oui, c'est encore mieux. Absolument, pour l'instant j'en ai 2, mais je vais voir si jamais je peux en avoir plus. Donc, tu viens avec le Père Noël dans ta poche. Comme je disais, l'idée c'était vraiment pas du tout de faire de l'argent. Hein, parce que tu vois, on va donner à une organisation caritative. Et si à travers le podcast on peut faire gagner des places. Dis-moi, comment fait-on pour que les gens puissent gagner? Je ne sais pas s'il y a moyen, comment est-ce qu'ils peuvent vous contacter. Et puis, mon avis le plus simple, c'est peut-être d'envoyer, vous envoyer un mail sur info@devaps.be ou bien nous envoyer un tweet. Et vous mettez NYKN, le nom de la conférence, dans le mail. Et on vous recontactera après. On fera un tirage au sort et on vous recontactera, quoi. Impeccable. C'est une très bonne idée. Parfait. Merci à vous. Et puis, merci beaucoup à toi. À très bientôt tout le monde. J'espère qu'on pourra se retrouver peut-être là-bas ou par après. Mais en tout cas, super initiative. Merci en tout cas. Au 3 mars. À bientôt. Salut.